à l'intérieur de lui-même. C'est particulièrement net dans notre sujet sur les grands champions sportifs. Vous connaissez leurs exploits physiques, mais leurs prouesses cérébrales. Dans le sujet suivant, vous verrez des gens qui croient que les cristaux peuvent influencer notre vie intérieure. Ce qui est sûr, c'est que les cristaux gouvernent le monde de l'intelligence artificielle. Notre dernier sujet nous a complètement hypnotisés. Une bonne séance d'hypnose, voilà qui nous ramène au temps du docteur Freud. Au fait, saviez-vous que l'on pouvait s'hypnotiser soi-même? Mais pour commencer, voici le dernier cri dans l'équipement du parfait petit explorateur des jungles de l'inconscient. Un joujou, paraît-il, très efficace. Allô? Allô, Cyanide? Bonjour monsieur, j'ai entendu dire que vous commercialisez des synthétiseurs d'ondes cérébrales. Oui, c'est exact, nous sommes fabricants, nous sommes les seuls fabricants en Europe. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, nous fabriquons des appareils électroniques qui permettent à l'aide de lunettes et d'écouteurs d'induire différents niveaux de conscience. Vous êtes intéressé de venir tester ces appareils? Tout à fait, je vais prendre l'adresse de votre centre. J'ai décidé d'aller à Bruxelles tester ces étranges lunettes anti-stress. Ça m'attirait irrésistiblement, une envie de déconnecter de la réalité. Il paraît qu'aux États-Unis, ça fait un malheur. Des millions de cadres ont besoin de leurs séances quotidiennes pour se sentir performants au bureau. Et si cette vague déferlait sur l'Europe ? Le rendez-vous est pris au centre Océanide. Oh, pardon. À la réception, personne. Je pars à l'aventure. Tandis que les sons mélodieux de la musique s'écoulent à l'arrière-plan, laissez toutes les pensées traverser votre esprit. Il faut parfois du temps pour que les tensions et les contraintes de la journée disparaissent. S'envolent. Et vous seul savez quand ce moment est arrivé. Ainsi, si ces pensées quotidiennes doivent continuer à traverser votre esprit pendant encore un certain temps, n'y prêtez pas attention. Et lorsque vous serez prêt, seulement alors, vous vous détendrez profondément et confortablement, à votre manière, unique et personnelle. De tout temps, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, on a eu recours à cette isolation du monde réel. Que ce soit dans les techniques de transe, dans toutes les sociétés primitives, que ce soit des techniques d'hypnose, on a toujours recours à cette isolation du monde réel et le passage alors obligé dans des niveaux de conscience modifiés. Le synthétiseur est un outil très facile d'emploi pour se couper du monde réel. Et là, il en découle toute une série d'applications qui sont bien connues actuellement. Je suis dans le milieu de la finance internationale et en deux mots, je fais des investissements en actions sur différentes bourses mondiales. J'utilise les lunettes depuis à peu près maintenant 12 mois. Et je les utilise parce que je crois que à ce jour, c'est le meilleur instrument qui me permet de remédier au stress suscité par mon travail. Je compare ça
à la méditation transcendantale, qui utilise en fait le même principe, c'est un principe de biofeedback, c'est-à-dire que c'est une réponse à un stimuli extérieur. Et en fait, le synthétiseur me donne exactement les mêmes résultats. Cela m'apporte une relaxation après une semaine harassante de soucis professionnels. C'est clair que dans le monde réel, il y a toute une série de modules cérébraux qui sont monopolisés par des activités de type intendance. Vous avez la thermorégulation, l'appareil locomoteur, l'équilibre, la concentration, le regard, la vue, enfin tout ça fonctionne pour vous faciliter la vie dans le monde réel. À partir du moment où vous vous isolez de ce monde, vous pouvez faciliter la collaboration entre des modules qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer habituellement. Par exemple, des modules concernés par l'imagerie, la visualisation, la créativité, etc. Pour moi, c'est le paradis des couleurs. Et je me régale pendant une heure à voir plein de couleurs et à entendre des sons. C'est surtout les couleurs qui m'impressionnent. Ça me provoque des rêves, des sensations dans mon corps, j'ai envie de bouger. J'ai l'impression d'être submergé par des vagues. C'est-à-dire de m'enfoncer dans une mer et de me sentir recouvrir par des grandes vagues. C'est pas du tout une sensation de noyade, c'est plutôt une sensation réconfortante. Voilà, je vais tester pour vous les synthétiseurs d'ondes cérébrales. Je suis partie pour 3/4 d'heure d'expérience. Je suis un peu sceptique, je demande à voir. Je me souviens qu'une fois, j'ai eu juste une image, je me tenais à une barre et je hurlais. Et ça m'a fait un bien fou de sentir ça. C'était une sensation physique, même si je ne l'ai pas fait réellement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Chez moi, c'est pas trop visuel. C'est plutôt... ça devient très cérébral. Mes idées se mettent beaucoup mieux en place. Et même au niveau énergétique, le lendemain, je me sens plus sûr de moi. Je me sens mieux. Voilà, bah écoutez, j'ai vu plein de couleurs, toutes sortes de couleurs, des rouges, des verts, avec des formes géométriques, et l'impression que le cerveau, toute la tête, tout l'œil bougeait complètement à gauche, complètement à droite, avec un bruit assez rapide de battements de cœur. On se sent complètement naviguer entre des méandres de couleurs, de formes. Je crois qu'au début du siècle, nul ne croyait qu'avec de la matière et du carburant, on pourrait aller jusque sur la Lune. En fin de siècle, on ne croit pas qu'on puisse aller par l'esprit sur la Lune. Moi, j'y crois. Et je pense que ces premières machines sont un début, une recherche pour développer le cerveau. Et qu'il y a une véritable révolution du cerveau qui est en train de se mettre en place. Et ça a l'air de marcher. Imaginez que ça devienne d'un usage courant, que contre le stress, on ne puisse plus s'en passer. En cas de panne de lunettes, que faire? Que votre patron vous brime ou que vous vous lamentiez sur votre feuille d'impôt, vous soupirez. Mais savez-vous seulement pourquoi? Soupirez et vous casserez le rythme de votre pseudo-respiration. Et cette rupture influera directement sur les fonctions de votre organisme. Les adeptes du yoga ne font pas autre chose en modifiant les rythmes de leur respiration. Inspirez par le nez et vous stimulerez aussitôt le cœur, la vessie, mais aussi l'hypophyse, cette glande que l'on nomme le troisième œil.
Le soupir est à ce point vital que même les appareils de respiration artificielle l'ont intégré. Alors désormais, si l'on vous porte sur les nerfs, faites comme le taureau, montrez les narines et grattez du pied. Une fois parfaitement détendu, vous vous décidez à passer à l'action, à repousser toutes vos limites. Mais comment faire? C'est pas compliqué, il vous faut visualiser votre objectif. C'est comme ça que vous pourrez réussir vos examens, séduire l'être de vos rêves ou gagner les Jeux Olympiques. Parmi tous les animaux, il en est un très étrange, qui tente éperdument d'imiter tous les autres. Un animal tout nu, sans fourrure, ni griffes, ni nageoires, ni ailes, et qui parvient pourtant, au prix de terribles efforts, à repousser sans cesse plus loin ses limites. Jusqu'où? Si on compare les performances des animaux aux performances des êtres humains, on pourrait dire d'une formule très lapidaire que si les animaux ont atteint leur perfection, nous les êtres humains, nous sommes plutôt en train de la poursuivre, cette perfection. Nous tendons vers elle. Cette tension mystérieuse de l'homme vers son accomplissement, la compétition sportive en donne l'illustration la plus crue, même quand elle devient hyper sophistiquée. Depuis 1945, la recherche scientifique s'est peu à peu emparée du sport, suivant 3 directions: la technique, la biologie, le mental. Aujourd'hui, même si la technique échoue parfois, ou si la biologie peut entraîner au-delà de la loi. 2 jours après avoir été reconnu Dieu, le voici redevenu homme, faible, craintif. Les champions travaillent à 95% de leur capacité, dans tous les domaines, sauf un, le mental. Le plan technique, le plan biologique ont été suivis, je veux dire, ont été très développés, sont appris. Le plan psychologique, à l'heure actuelle, les athlètes se débrouillent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a du retard dans ce domaine-là. Et on doit pouvoir, je veux dire, comme aux sportifs, on leur apprend à mouiller le maillot, c'est-à-dire à suer sur l'entraînement. À l'entraînement, en compétition, il faut leur apprendre à mouiller les neurones, c'est-à-dire à penser juste. Quand on monte sur un ring, je crois qu'on monte avec jamais 100% physiquement, parce qu'il y a toujours, on perd un peu l'influx, le combat, l'enjeu du combat, tout ça, on perd sûrement. Et puis on monte avec un mental. Des fois, si le mental n'est pas bien, on peut perdre à cause de ça, même si on est bien entraîné. Et ce jour-là, je pense que je suis monté avec physiquement, mettons 65%, mettons même 70%. Et moralement, j'avais au moins 120%. J'étais plus fort que lui dans la tête, de toute façon. Ça, c'était... j'étais vraiment très fort, ce combat-là. Encore 10 mètres. Encore 10 mètres. Elle est dans le 3e couloir. Encore 5 mètres. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Elle a passé. Elle a passé et elle s'effondre sous les hurlements de la foule en 2h48-41. Gabi Andersen-Schiess à la volonté, au courage. J'ai commencé donc à me préparer plus spécifiquement mentalement à partir du moment où j'en ai éprouvé le besoin. Ça remonte à peu près à 4 ans. C'était surtout pour éviter et me donner les moyens d'éviter de passer à côté de compétitions, d'être plus régulier et de mieux rentabiliser, concrétiser les résultats des jours de la compétition. Moi, j'utilise principalement, disons, tout ce qui est visualisation mentale. Bien, Yves, on va donc poursuivre notre séance. Et pour cela, tu vas retourner dans la compétition de l'année dernière, la course des sélections. Celle où tu as d'une part fait une super performance et aussi où tu as été branché sur des sensations d'une extrême grande qualité, à la fois au niveau des appuis,
au niveau de ta capacité à relancer et accélérer au moment où tu l'avais décidé. Une grande qualité aussi au niveau de la glisse. Et tout ça dans une souplesse générale et une aisance qui était tout à fait importante. Et en particulier avec cette rotation du buste que tu avais, qui était parfaitement adaptée à l'effort. Tu es prêt? Ok, alors, quand tu veux, tu reprends le contact avec la compétition, en t'échauffant à besoin un petit peu avant. Et au moment où tu seras en contact avec tes sensations, tu démarreras cette fameuse séquence. Tu serais branché sur des appuis d'une grande qualité, où les sensations de glisse étaient optimum. Tout ton corps était souple. Tu dégageais une grande aisance. La rotation du buste était idéale. Et à tout moment de la course, tu pouvais relancer et accélérer. Et à ton rythme, lorsque tu le souhaiteras, lorsque tu auras été suffisamment en contact avec tes bonnes sensations, tes très bonnes sensations, tu pourras revenir ici pour que l'on poursuive la séance. Alors lorsque je travaille en visualisation, il y a deux types de visualisation. Une où je ne suis pas dans ma peau, c'est-à-dire que je me regarde en train d'agir, c'est-à-dire que je me regarde en train de pagayer, de passer des rapides, sauter des chutes, faire certaines choses. Et là, je me critique comme un entraîneur pourrait me critiquer, c'est-à-dire que j'ai une certaine neutralité et que je regarde quelqu'un qui pratique. Alors lorsque je pratique en visualisation associée, je suis à l'intérieur de moi et je revis exactement la scène. Et là, disons que c'est des choses plus internes que j'essaye de retrouver, c'est-à-dire c'est vraiment au niveau des sensations d'appui, de glisse du bateau, d'accélération de l'eau, de relance et ce genre de choses. Donc il y a une façon un peu externe de voir les choses et une façon interne. Et on peut, avec les deux types de visualisation, combiner ce genre de travail. Le problème, c'est d'arriver à réaliser quelque chose d'assez dur techniquement tout en s'engageant énormément physiquement. Et je m'étais rendu compte que j'avais une perception de mes sensations assez aléatoire, c'est-à-dire qu'un jour j'avais un super feeling et d'autres non. Et que pour moi c'était une espèce de fatalité, bon ben, ce jour-là ça allait bien, ça allait pas bien. Et en fait en travaillant avec Guy Missoum, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ressurgir ces états mentaux qui étaient liés à des bonnes sensations pour les utiliser au moment de course clé. Tous les champions utilisent en fait la visualisation mentale. Certains le savent très bien, d'autres le savent peut-être moins bien, mais en fait tout le monde l'utilise. Alors il y a évidemment des grands noms que l'on peut citer. On peut citer l'exemple de Kili. Kili qui a beaucoup utilisé la visualisation mentale, comme d'ailleurs la plupart des skieurs qui utilisent ce type de technique. Tout près de nous, on pourrait citer l'exemple de Greg Louganis, ce très grand champion en plongeon, qui a été encore une fois champion olympique aux Jeux olympiques de Séoul, qui est quelqu'un qui utilise énormément la visualisation mentale et la répétition du plongeon avant de faire donc sa performance. Et ce qu'il a fait d'ailleurs au dernier jeu est absolument époustouflant et probablement unique dans les annales des JO, puisqu'il a été capable, après un accident lors d'un plongeon, de revenir peu de temps après pour refaire le même plongeon, le réussir à la perfection et décrocher une médaille d'or donc au JO qui était bien compromise après son accident. Et donc c'est quelqu'un, lui, qui utilise beaucoup les procédures de la visualisation mentale en les associant à des techniques d'entraînement mental tout à fait particuliers. On pourrait trouver encore d'autres exemples. Je citerai l'exemple d'Alain Prost qui est très très riche. Alain Prost est le grand champion de course automobile qu'on connaît. Et c'est quelqu'un qui est, quand il parle de son sport et de ce que le pilote fait quand il est dans son véhicule, c'est étonnant parce qu'il ne parle que des sensations sur lesquelles le pilote est branché pendant la performance. Couramment pratiquée depuis plus de 20 ans aux États-Unis ou en URSS, la préparation mentale commence à être admise en France.
Au JO de Séoul, sur 6 médailles d'or françaises, 3 étaient le fait d'athlètes la pratiquant ouvertement. On observe parfois des choses assez curieuses, intéressantes en tout cas. C'est que certains athlètes relatent le fait qu'ils sont capables en l'état de performance pratiquement de se voir comme s'ils se voyaient de l'extérieur. Ils font leur performance, ils sont sur le terrain en train d'accomplir un exploit, ils sont capables de se voir comme s'ils étaient installés par exemple dans une tribune en train de se voir, ils se voient de l'extérieur. Je dirais que c'est un phénomène assez peu fréquent et qui semble être le cas d'athlètes vraiment qui sont arrivés à un niveau de sophistication très élaboré. On appellerait ça dans notre jargon au PNL la position méta. Certains sportifs, certaines skieuses vous disent par exemple que lorsqu'elles faisaient des coupes du monde, elles descendaient donc à 110, 120 à l'heure, et elle descendait et en même temps son esprit était au milieu des spectateurs en train de se voir descendre. Et ça c'est ce qu'on appelle le fin du fin de la concentration, le fin du fin de l'entraînement mental. Parce que vous êtes dans un état de conscience modifié, je suis dans un autre temps, un autre espace, et à la limite je suis invulnérable. Moi personnellement je l'ai vécu 2 ou 3 fois et c'est fabuleux. Et ce sont d'autres lois que les lois du monde physique. Mais là, pour l'instant, nous en sommes au début des recherches, des investigations dans ce domaine. C'est ce que dans le langage courant, on appellerait un état de grâce. Je crois que c'est ça, l'état de grâce, le match parfait. Dans le monde du tir, ils appellent ça le fusil enchanté. On est complètement dans un autre état. Dans un autre état où le temps, l'espace n'existe plus. En réalité, les hommes modernes ne font souvent que retrouver des techniques très anciennes. Vous vous rappelez la rencontre de Tata avec le fakir du lotus bleu? C'est vrai qu'ils en connaissaient un bout, les fakirs, en matière d'entraînement mental. Regardez un peu le spécimen hollandais de notre séquence rétro. Les expériences auxquelles le Hollandais Mirindajo a consenti à se prêter à l'hôpital des bourgeois de Bâle, devant un collège de médecins observant attentivement et jugeant avec sévérité, n'ont rien de commun avec le bluff et l'art sensationnel d'un fakir. Ces prises de vue du ciné-journal suisse doivent être considérées comme un compte-rendu objectif. Mirindajo n'est pas un numéro de variété, et notre compte-rendu filmé a été tourné avec le consentement des médecins témoins des expériences. Il se trouve devant une énigme. La radioscopie montre que la lame aiguisée et non désaffectée a transpercé sans dommage des organes vitaux de Mirindajo. Le professeur Massini, qui dirigeait l'épreuve médicale, déclare que les phénomènes vus et enregistrés sont inexplicables pour le moment. Quelques jours plus tard, l'étrange Hollandais se présentait au Berlunianeum, et cette fois non plus, il ne s'agissait pas d'une mise en vedette, mais d'une réunion organisée par la Société médicale de Bâle avec l'approbation des autorités. Mirindajo, de constitution tout à fait normale, a déjà été souvent transpercé par son assistant Johan de Groot. Chaque fois, des organes vitaux sont touchés. Lors même que le cœur est transpercé, Mirindajo n'en est pas autrement incommodé. Pour l'instant, les médecins se bornent à constater que le phénomène hollandais, que nous rencontrons ici avec des amis dans un restaurant, réussit dans une mesure jusqu'à présent insoupçonnée à dominer les réactions du corps par les énergies spirituelles. Oh, surtout ne vous piquez pas au jeu. Tintin lui-même y aurait laissé sa peau. Dans un instant, le mystère des cristaux de roche. Puis, une séance d'hypnose gratuite. En attendant, pour en savoir plus, rejoignez-nous sur notre Minitel.
Vous avez demandé la Lune, ne quittez pas. Les meilleures poses sont Lila. Lila pose. Au céréales ou au praliné, Lila pose de Milka, une pose qui fait tout oublier. Les meilleures poses sont Lila. Lila pose. Lila pose de Milka, la plus tendre des tentations. Faites-le vous-même, mais faites-le en V33. V33. Quand un homme porte brut, une femme désire tout de lui. Allô chérie, je pensais à toi. Brut 33 et 33 Mosques, eau de toilette par Fabergé. Pour les chats qui en ont jusque-là des pâtés pour chats, Fido a créé petites bouchées et menus morceaux à la truite et au saumon. Goûtez et approuvez. Vivez en Saint-Hubert 41 avec 2 fois moins de matière grasse. Vitel, la ligne de soins suractivée à l'eau minérale naturelle. Vitel, la cosmétologie biominérale. Mademoiselle, santé, à quoi pensez-vous? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Très bien, merci. Madame, santé, à quoi pensez-vous? Quand le chic dans les forêts fleurissent. Très bien, merci. Quand Oui, le chic merci. dans les... Et vous pensez à quoi? À la feuille d'automne, emportée par le vent. Et vous, monsieur? Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Au fond de mon automne, ton bas tourbillon. Quand le chic dans les forêts fleurissent, fleurissent. Inoubliable fraîcheur du trèfle parfumé. Moi, je protège le bois en V33, avec Fongexor en 2 couches seulement. Faites-le en... 33. Mon nouveau sensotronic Hoover est vraiment très silencieux. Grâce à sa touche booster, il atteint une puissance record de 1600 watts. Le sac est plein. Veuillez le changer. Tu m'as appelé? Non. Hoover, le premier à faire parler les aspirateurs. Envoyez-moi la bande à Ono. Cette fois, on va se repayer une bonne tranche. Mathurin Ono, la terrine très recherchée. Moi, je recherche des sensations vraiment différentes. Alors, j'ai découvert la première eau de toilette après rasage, Gem de Menen. Un seul produit, une double sensation. Sur mon visage, un après-rasage frais et bon pour ma peau. Et pour mon corps, une eau de toilette parfumée comme j'aime. Avec Gem de Menen, je me sens au mieux de ma forme. Nouveau, eau de toilette après rasage Gem de Menen, une double sensation pour nous, les hommes. Comme un V3000 monocouche et monocouche, la première couche est la dernière, et la dernière, la première couche. La couleur, c'est la vie. Pamplemousse Rose de Floride, il vous met du jus plein la vie. Dans Téléfoot, les premières images du championnat. Les joueurs, les entraîneurs, le foot étranger, la technique, la tactique et la saga du foot en images. Téléfoot, le plus complet des magazines de foot avec la participation de Catavana. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Catavana, plus de 350 outils sur catalogue. Catavana.
Toute l'actualité foot dans Téléfoot sur la 1. Pour ceux que passionne l'irruption du merveilleux en plein milieu du monde moderne, les cristaux sont un régal. On raconte à leur propos les histoires les plus folles. Les cristaux de roche pourraient vous guérir, vous aider à rêver. Vous vous moquez? Prenez garde. Les technologies de pointe sont littéralement gouvernées par les cristaux qui palpitent comme d'étranges cœurs de pierre vivante. Une ancienne légende indienne raconte qu'à l'origine des temps, le grand esprit a rêvé la lumière et que la lumière a rêvé le cristal. Pour beaucoup de nos ancêtres, le cristal de roche était considéré comme de la lumière solidifiée. Pour la plupart des grandes traditions ésotériques, c'est le point de rencontre exact entre la matière et l'esprit. L'éclat des pierres, l'éclat des gemmes a toujours fasciné toutes les populations, je crois, à travers l'histoire de l'humanité. En Australie, par exemple, les aborigènes s'imaginent que la voûte céleste est en cristal de roche. Et lorsqu'il leur arrive de trouver des éclats de cristal sur le sol, ils s'imaginent que le ciel s'est rompu à un endroit et ils récupèrent ces éclats et les chamans les utilisent au cours de certaines cérémonies. Les atomes de cristal sont disposés de façon tellement stable et régulière qu'ils provoquent des phénomènes étranges, comme la piézoélectricité. Choquer un cristal, déformer légèrement sa structure, il produira de l'électricité. Inversement, si vous le soumettez à un courant électrique, il va vibrer avec une fantastique régularité. On raconte que la civilisation de l'Atlantide avait su tirer un immense parti de ce minéral parfait. Mais la légende nous dit aussi que l'Atlantide aurait mystérieusement disparu pour avoir abusé du cristal, sans avoir su l'aimer. Bon, c'est vrai que le mythe de l'Atlantide, qui a été décrit par Platon, est quelque chose qui, à mes yeux personnels, une réalité. Et si on regarde, par exemple, les pyramides égyptiennes, si l'on regarde certaines traditions chamaniques, comme les traditions chamaniques amérindiennes, qui utilisent des minéraux dans leurs soins, on est obligé de trouver un lien quelque part. Vous savez que le cristal de roche, qui est le chef de la tribu minérale, possède un angle de force pyramidé. Cet angle de force pyramidé est un angle de 51 degrés 30 minutes. C'est l'angle que l'on retrouve au sommet de la pyramide de Khéops, par exemple, mais c'est surtout l'angle qui est généré par la double hélice d'ADN. Comme si la vie, depuis le minéral jusqu'à l'être humain, semblait suivre un modèle qui était toujours le même. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais aujourd'hui le cristal est partout. À cause de sa piézoélectricité, à cause de l'incroyable précision de ses vibrations, le cristal de roche se retrouve dans toutes les industries de pointe. De votre montre à quartz aux puces d'ordinateur, de la communication par fibre optique jusqu'aux satellites. Et ce cristal, comme dans la tradition chamanique, transmet l'énergie avec la plus grande fidélité. Nous sommes à peine entrés dans l'âge du cristal. Mais saviez-vous que l'on a découvert comment créer du cristal à partir de quartz amorphe? L'un des cristaux de synthèse les plus purs du monde vient de cette usine, la SICN, au pied des Alpes, près d'Annecy. Pour parvenir à la cristallisation, il faut accomplir une sorte d'exploit. Reconstituer des mois durant les mêmes conditions de pression et de température qu'au centre de la Terre. Après une longue attente, on ouvre les fours tubulaires où, à partir de germes minuscules, se sont cristallisés des bulbes de plusieurs kilos. Nous travaillons sur la pureté du cristal, sa pureté chimique, sa pureté inclusionnaire, son homogénéité cristalline. On peut tout à fait dire que nous faisons pousser le cristal. On fait
pousser effectivement des quartz de synthèse, mais le terme n'est pas très approprié, sauf en terminologie de métier. Disons qu'on fait structurer des cristaux dans des autoclaves, mais pas pousser. Ça sous-entendrait que les cristaux pousseraient à la fois comme des végétaux ou des animaux. Fut une époque, effectivement, certains joailliers pensaient que certains minéraux, comme le diamant, étaient sexués. Ils faisaient la différence entre le cristal mâle du cristal femelle simplement par la brillance. Ils disaient que plus l'un est brillant, c'est le mâle, l'autre brillant moins étant la femelle. Ça n'a aucun fondement scientifique. J'ai des rapports assez privilégiés donc avec les pierres. La chose s'est produite à peu près 15 jours après que je sois rentré chez Minerales au Brésil. Mes collègues étaient en train de déballer des géodes d'améthyste. Bon, derrière moi, je ne les voyais absolument pas. Et il s'est produit le phénomène suivant, c'est que j'ai senti que comme si quelque chose m'appelait. Et je me retournais à peu près toutes les 5 minutes vers une des géodes qui avait été déballée dans mon dos et qui vraiment m'attirait complètement à elle. C'était assez fantastique et à la fois surprenant. Et bon, j'ai fini par me lever quand même pour aller la regarder de plus près. Et bon, je suis resté un moment devant. J'ai posé les gants que j'avais aux mains et je suis allé mettre ma main à l'intérieur de cette géode. Et à ce moment-là, bon, j'ai senti une impression de chaleur très intense mais très douce à la fois. Bon, j'ai rapproché mes mains des cristaux en essayant de les toucher. Les cristaux d'améthyste, bon, peuvent être coupants si on ne fait pas très attention. Et là, au contraire, je les sentais vraiment très doux et je crois qu'il s'est passé quelque chose d'assez intense entre cette pierre et moi. Il y a eu comme un phénomène, bon, je dirais pas d'amour mais en fait, si, c'est ça, c'est de l'amour, mais de l'amour au sens universel du terme. Et bon, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment quelque chose. Et bon, c'est une pierre que je vais voir régulièrement et avec laquelle je me sens vraiment très proche. Une pierre vivante, c'est une pierre qui vibre, qui a un taux vibratoire très proche de celui du corps humain en bonne santé. Et une pierre morte, c'est une pierre qui ne vibre plus. Beaucoup de pierres ont des propriétés spécifiques en fonction de leur taux vibratoire, de leur couleur et du champ énergétique qu'elles ont. Cet homme, Henri Dost, est radiesthésiste à Font-Romeu. Il vient régulièrement à Paris acheter des cristaux dont il mesure à sa façon très particulière le taux vibratoire. Au sein d'une équipe de médecins européens, il participe à une recherche fortement inspirée par la médecine orientale. Au début où je me suis intéressé aux cristaux par rapport à une recherche personnelle qui n'a rien à voir avec la médecine, j'ai eu un cristal dans les mains. Et je me suis amusé à poser tout simplement ce cristal sur le point d'acupuncture. Et je me suis aperçu qu'en posant ce cristal sur le point d'acupuncture, la personne se mettait instantanément, ou presque instantanément, à ressentir le trajet du méridien. Et la cristallothérapie, si vous voulez, c'est quelque chose qui va consister à mettre des minéraux, des cristaux, qui sont définis par des propriétés physiques qui sont bien connues, qu'on appelle la cristallographie, et à placer ces cristaux sur le corps humain, à les placer soit sur des points d'acupuncture, soit sur des centres d'énergie répartis sur l'ensemble du corps humain. Et on choisit donc des cristaux selon leur composition chimique, selon leur système de cristallisation et selon leur couleur. Depuis 2 ans que j'utilise préférentiellement des cristaux dans ma pratique d'acupuncteur, je me suis aperçu que les gens réagissaient le plus souvent sur des problèmes dont l'origine se situait au niveau du mental ou au niveau de l'émotionnel. Et surtout en grande ville, tous les gens qui sont stressés, tous les gens qui dorment mal, réagissent très nettement aux cristaux. Et beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus durable qu'avec des aiguilles d'acupuncture. Alors, il y a 2 choses qui sont précises. Il faut savoir premièrement que dans toutes les cellules du corps humain,
et même des animaux, et même de certains végétaux supérieurs, il y a un organite qui est fascinant, qui a bien été étudié maintenant depuis une douzaine d'années, que l'on appelle le centriole. C'est un organite qui se situe à côté du noyau, qui contient l'ADN, qui joue, si vous voulez, le rôle de l'interface d'un ordinateur. On peut comparer l'ADN au disque dur d'un ordinateur, et le centriole a une interface qui, en fonction de ses vibrations, va déterminer quel chapitre de notre mémoire doit être lu. Et autour de ce centriole, il y a donc un cristal de roche. Je ne crois pas vraiment à ce type de phénomène. Je crois en certaines médecines, la médecine traditionnelle, puisque l'aspirine est formée uniquement de cristaux. La plupart des médicaments, les vitamines, ne sont que des cristaux. Notre corps est formé entièrement de cristaux, les os, etc. Bon, on a des cristaux partout, mais ils sont à l'échelle ultra microscopique. Maintenant, qu'il y ait une thérapie à partir des cristaux, non, je n'y crois pas vraiment en fait. L'année dernière, à la suite d'une exposition à laquelle nous avions participé en Suisse, j'ai été contacté par une personne suisse qui m'a dit être malade, être sur une chaise roulante et souhaitait tenter d'utiliser les propriétés curatives du quartz. Alors nous lui avons envoyé quelques cristaux de quartz et il m'a retéléphoné ensuite pour m'exprimer à quel point cela lui faisait du bien. Voici une fois de plus la preuve que l'intelligence se trouve au cœur de la nature et que l'homme n'a rien inventé. En revanche, il a de quoi s'inspirer. Demandez la lune des 17 séquences à tous les cocooneurs qui se respectent. Vous savez, le cocooning, cette nouvelle culture du comme on est bien chez soi. Alors voici tous les trucs et les ficelles pour ne plus filer un mauvais cocon. You love me and I love you, and when you love it is natural too. Digga-digga-doo, digga-doo-doo, digga-digga-doo, digga-doo. I'm so very digga-digga-doo by nature. If you don't say digga-digga-doo, you're made. You're gonna lose the papa, so let those funny people smile. How can there be a virgin isle with digga-digga-doo, digga-doo-doo, digga-digga-doo, digga-doo?
trouvez-vous ces appartements témoins? Douillet, non? Nous vous invitons maintenant à visiter d'autres intérieurs plus secrets, ceux de l'âme. Un seul code d'accès? L'hypnose. Regardez-moi dans les yeux, gentiment. Voilà. Attention, je compte jusqu'à 7. Et 7. Je reviens bien tranquillement. Bon, tu peux t'étendre, c'est bien. C'est agréable? Oh, c'est bien, non? Oui. Oui. C'est marrant, j'avais l'impression, tu vois. J'ai l'impression que je sentais. Quand je m'imaginais, j'étais au soleil, j'étais en train de me chauffer, tu sais. Et puis, lorsque tu as les paupières closes, tu as la luminosité qui passe, hein. J'ai l'impression que je fais ça avec les yeux, tu sais. Comme s'il y avait le soleil. Voilà, ouais. Ça apparaissait, ça disparaissait, ça disparaissait. Comme s'il y a des nuages qui passent devant le soleil. Voilà, pareil. Je souffrais de maux de tête localisés derrière l'œil droit. Ce sont des douleurs qui me duraient d'environ 3 heures et ça me prenait toujours à heures régulières. J'ai vu des tas de médecins qui me donnaient des tas de médicaments et il y en a même un qui m'a dit que j'avais une tumeur au cerveau. Je travaille dans l'industrie frigorifique. Je rentre dans les chambres froides, les tunnels de congélation à -40, donc je subis quand même des chocs thermiques assez importants. Vous savez. Je conduis pas mal, je suis souvent sur la route, je fais beaucoup d'heures supplémentaires. Ouais, il y a pas mal de stress. À force de prendre ces médicaments, ces calmants, j'étais un petit peu dans un état un petit peu second, vous voulez, et j'étais vraiment arrivé à être à bout de nerfs. De souffrir comme ça. Et j'ai entendu parler du docteur Jean Godin à Paris qui pratiquait les méthodes Erickson, l'hypnose. Quand j'ai vu Jacques Perrier dans ce cabinet, il souffrait d'algie vasculaire de la face. Les algies vasculaires de la face, c'est une affection extrêmement douloureuse, que les médecins connaissent bien, qui ressemble un peu à des migraines, mais enfin c'est quand même différent. Et il souffrait depuis 3 semaines, 2 fois par jour, des crises assez épouvantables. Et j'ai pensé que c'était une bonne indication, donc, de l'hypnose. Dans un premier temps, on va simplement rechercher dans tes souvenirs quelque chose d'agréable. Je lui ai donc demandé de s'asseoir dans ce fauteuil et de se fixer sur un souvenir, c'est-à-dire de trouver un souvenir agréable, et cela est généralement suffisant pour entrer dans un état hypnotique, à condition, bien entendu, que celui qui vous accompagne utilise quand même un certain langage. Il y a quand même toute une façon de faire. J'avais branché la caméra, ce qui nous permet maintenant d'avoir un témoignage de cette séance. Tu vois peut-être la mer, j'imagine, et tu essaies de l'entendre également, de respirer l'odeur de la mer également, et éventuellement, si tu es sur le sable, de bien sentir le contact du sable, soit sous ton dos, soit sous les pieds, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est simplement de bien rentrer dans ce souvenir, bien bénéficier des sensations agréables que comporte ce souvenir. Oui, je me souviens très bien de cette phase de vacances où j'étais dans une villa au bord de la mer à Cannes. J'étais vraiment pour la première fois détendu. Puis le docteur Jean Godin m'a demandé de recommencer cette séance où je remémorais ces vacances. C'était vraiment formidable, j'étais bien, j'étais détendu, j'étais en vacances, j'étais au bord de la mer, c'était vraiment une détente parfaite. Tu restes simplement dans ce voyage
tu peux oublier tout le reste. À un moment, je lui prends le bras, ce qui est une façon peut-être de le surprendre, car il va s'apercevoir que le bras, il est capable d'oublier son bras. Le fait qu'il soit capable d'oublier son bras me paraît intéressant. De toute façon, ce qu'on appelle catalepsie du bras, c'est pas une vraie catalepsie d'ailleurs, a l'avantage de stabiliser un petit peu l'état hypnotique. Car ce confort que tu as trouvé est une ressource qui peut maintenant remonter. Et ce sentiment agréable-là est celui qui peut prendre la place de l'inconfort. Je n'avais pas totalement l'impression d'être endormi. J'étais conscient de ce que je me trouvais dans son bureau, mais j'étais déconnecté. J'étais comme quelqu'un qui passe dans la rue sans voir une vitrine. Au cours de cette séance, Jacques Perrier a effectué un certain travail, un travail inconscient qu'il est incapable de raconter lui-même. Ce travail s'est fait en particulier en relation avec les mots que je prononçais. Il y a toute une approche des métaphores, des images que j'ai utilisées, qui l'ont certainement aidé. Il y a certains rappels à l'enfance également qui ont pu aider à certaines résolutions. Et il y a aussi simplement l'apprentissage d'une maîtrise et certains contrôles de la douleur. Laisse bien venir les rêves. Ne te laisse pas du tout déranger. Et cette position étrange ne te fatigue pas. Car elle aussi, là aussi, le relais est pris par ton inconscient. Et cela ne te fatigue pas du tout. Dans cet état-là, Jacques Perrier ne perd pas du tout conscience. Il sait très bien qu'il est ici, du moins il peut le savoir. Il peut l'oublier qu'il est ici, il peut penser qu'il est ailleurs et il peut penser qu'il est ici en même temps. Tout cela n'est pas du tout incompatible. Au fur et à mesure que le bras va descendre, tu vas revenir ici, tout à fait réveillé, tout à fait présent. Dès que ton inconscient aura compris le travail qu'il doit refaire, a bien compris ce travail de reprise en main, tout doucement, et quand ta main touchera ta cuisse, tu seras de nouveau bien réveillé après ce petit voyage très agréable, très détendant. Je me souviens très bien du réveil de Jacques Perrier qui était assez amusant parce qu'il a mis un certain temps à revenir. Il se trouvait tellement bien qu'il n'avait sans doute pas envie de revenir. Donc ce réveil prend un certain temps. Tu es maintenant bien détendu, bien reposé. Et tu peux donc revenir jusqu'à ce que nous décidions ensemble de refaire une autre expérience pour augmenter encore tout ton contrôle personnel. Donc tu remontes progressivement en prenant bien ton temps. Tu vas compter jusqu'à 7 et tu peux remonter un tout petit peu, très progressivement, et à 7, tu pourras t'étendre, être bien détendu, bien reposé, de façon à ce que nous puissions regarder ensemble le film que nous avons pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. T'entends? T'es tellement bien. J'étais parti vers dormir, moi j'étais loin. T'étais parti loin, là. T'étais parti loin. On va regarder toute la On se sent bien, non? Oui. J'avais l'impression de sortir d'un rêve lorsque je me réveillais, des rêves très agréables, dans lequel on a envie de se replonger en fait. Chose intéressante dans le cas de Jacques Perrier, c'est qu'il a profité de cette séance pour apprendre à avoir un contrôle personnel de sa relaxation.
Et il est très capable, lorsque la semaine d'après, je lui ai demandé de faire un exercice d'auto-hypnose, en supposant qu'il savait le faire, alors que, ma foi, il n'y avait pas tellement de raisons qu'il sache le faire, il s'est parfaitement bien débrouillé, et depuis, il est capable d'utiliser cette relaxation par auto-hypnose, apparemment sans aucune difficulté. Le soir même de cette séance, je n'ai plus mal à la tête. À la troisième séance, c'était complètement terminé, et ça fait 2 ans maintenant. Le mois prochain, nous vous emmènerons sur la Lune, dans le désert de l'Arizona où l'on prépare le voyage sur Mars, et puis nous ferons un petit bond de 100 000 ans en arrière chez nos cousins de Néandertal. D'ici là, retrouvez la Lune sur 3615 TF1.